Une civilisation entière va disparaître ce soir, pour ne jamais revenir. Ce soir, nous allons découvrir l'un des moments les plus importants de la longue et complexe histoire du monde. Avec ces mots, Donald Trump a brusquement mis fin à la fête chrétienne de Pâques mardi matin et a mis le monde entier sur le qui-vive. Même selon les critères du 47e président des États-Unis, la déclaration semblait exceptionnellement sinistre. Le moment auquel il faisait référence était la date limite fixée au soir pour un nouvel ultimatum adressé à l'Iran. Certains redoutaient une nouvelle escalade, notamment des frappes sur les centrales électriques iraniennes. Il y avait même des spéculations ouvertes sur l'utilisation possible d'armes de destruction massive. Heureusement, cela ne s'est pas produit. À ce moment-là, la guerre avec l'Iran durait déjà depuis plus d'un mois, et l'administration Trump semblait de plus en plus dépassée en tentant de gérer une crise qu'elle avait elle-même provoquée. À la mi-mars, le président Trump a donné à l'Iran un ultimatum de 48 heures puis l'a prolongé à plusieurs reprises après que la République islamique l'a ignoré. Téhéran, malgré la campagne de bombardement, ne reculait pas, bien au contraire. Elle semblait gagner en confiance. Non seulement elle a ignoré les exigences de Trump, mais elle a aussi commencé à avancer les siennes. Juste avant l'expiration de l'ultimatum, l'Iran a publié une nouvelle liste de 10 conditions pour mettre fin à la guerre. À la surprise de beaucoup, Trump n'a pas bombardé l'Iran, malgré la rhétorique apocalyptique. Il a examiné les conditions iraniennes et déclaré qu'elles pouvaient servir de base à des pourparlers de paix. Ainsi, les deux parties ont accepté un cessez-le-feu de 2 semaines. La guerre entre maintenant dans un état temporaire de suspension, sans aucune résolution claire. Examinons cela de plus près. En ce moment, chaque titre positif concernant un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran se reflète sur les marchés mondiaux presque en temps réel. Parce que les investisseurs savent que cela concerne bien plus que la diplomatie. Il s'agit de pétrole, de transport maritime, d'inflation et du risque d'un choc régional plus large. C'est pourquoi, lorsque je travaille sur des analyses comme celle-ci, j'essaie de les examiner non seulement à travers un prisme politique, mais aussi du point de vue des marchés mondiaux. Depuis la mi-mars, lorsqu'il est devenu évident qu'une victoire rapide sur l'Iran n'était pas possible, Donald Trump cherchait une issue au conflit. La méthode qu'il a choisie a été de faire pression sur Téhéran avec une série d'ultimatums. Le premier est arrivé le 21 mars. L'Iran a eu 48 heures pour rouvrir le détroit d'Ormuz. S'il refusait, Donald Trump menaçait d'autoriser des frappes sur les centrales électriques iraniennes. Mais Téhéran a non seulement ignoré l'avertissement américain, il a aussi clairement indiqué qu'une telle attaque entraînerait des représailles iraniennes contre les centrales électriques arabes et israéliennes, ainsi que contre les installations de dessalement. Donald Trump a alors repoussé la date limite à plusieurs reprises, d'abord au 27 mars puis au 6 avril, et ensuite de 24 heures supplémentaires. Chaque prolongation s'accompagnait d'affirmations selon lesquelles des négociations se poursuivaient en coulisses, et que les deux parties étaient mis proches d'un accord. Des affirmations qui ont été à plusieurs reprises démenties par l'Iran et le Pakistan, ce dernier étant le principal intermédiaire transmettant les messages entre Washington et Téhéran. Peut-être que le signe le plus clair de la frustration de Donald Trump est venu dans un message publié le 5 avril, je cite. « Mardi sera le jour de la centrale électrique et le jour du pont, tout en un, en Iran. Il n'y aura rien de semblable. Ouvrez ce putain de détroit, bande de cinglés, ou vous vivrez en enfer. Regardez bien. » Et pourtant, le mardi 7 avril n'a pas apporté une vague de bombardements sur les infrastructures iraniennes. Il a apporté un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu a été négocié pour la nuit. Le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Azim Munir, était apparemment en contact simultané avec le vice-président Vance, l'émissaire Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Le premier ministre Sharif a publiquement demandé à Trump de prolonger le délai de 2 semaines, tout en demandant également à l'Iran de rouvrir le détroit en signe de bonne volonté. Trump et les Iraniens ont finalement trouvé un accord 90 minutes avant l'expiration de l'ultimatum. Selon la publication de Trump sur Truth Social, les États-Unis vont suspendre de nouvelles frappes, tandis qu'en échange, l'Iran doit débloquer le détroit d'Ormuz. Pendant le cessez-le-feu,
Les deux parties devraient mener des discussions sur un accord de paix plus large, basé sur les 10 points proposés par l'Iran. Selon les médias iraniens, ces conditions incluent la levée des sanctions contre l'Iran, le maintien du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz, le retrait des forces américaines du Moyen-Orient, la fin des attaques contre l'Iran et ses alliés, ainsi que la libération des avoirs iraniens gelés. Il est facile de voir que ces conditions, présentées sous cette forme, laissent entendre que ce n'est pas les États-Unis, mais l'Iran qui sortirait vainqueur de cette confrontation. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'elles seront acceptées ainsi. Mais le simple fait qu'après un mois de bombardements et de frappes visant à décapiter la direction, Donald Trump les ait décrites comme une bonne base pour de futures négociations est en soi révélateur. De plus, selon une déclaration publiée par la partie iranienne, pendant une période de 2 semaines, le passage sécurisé par le détroit d'Ormuz sera possible en coordination avec les forces armées iraniennes et sous réserve de limitations techniques. Cela suggère que l'Iran limitera encore le trafic dans le détroit d'Ormuz durant le cessez-le-feu et que la circulation normale ne reprendra qu'après un accord de paix final. Le cessez-le-feu a été accueilli avec un immense enthousiasme à Téhéran. Le Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran a publié une déclaration spéciale soulignant que les États-Unis avaient été vaincus et contraints d'accepter la proposition en 10 points de l'Iran. Il convient également de noter que les Iraniens appellent à la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris contre la résistance islamique au Liban. Netanyahou, cependant, insiste sur le fait que l'accord ne s'applique pas au théâtre libanais. Cela soulève la question évidente. Pourquoi les Américains, et Trump en particulier, accepteraient-ils un cessez-le-feu, surtout un présenté d'une manière aussi favorable à l'Iran? Bien que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth affirmait déjà à la mi-mars que les forces armées iraniennes avaient été détruites. La réalité est tout autre. Les capacités militaires iraniennes ont sans aucun doute été sérieusement réduites, mais l'Iran conserve encore une force substantielle et reste capable de poursuivre des attaques contre les États arabes et Israël. Les fuites provenant des évaluations du renseignement américain publiées dans la presse ne correspondent pas non plus à l'image présentée par les membres de l'administration. Les estimations suggèrent que l'Iran pourrait encore conserver jusqu'à la moitié de ses lanceurs de missiles. Ces stocks de drones semblent avoir été touchés encore moins sévèrement. De plus, l'efficacité des attaques iraniennes semble augmenter. Une analyse publiée par l'Institut juif pour la sécurité nationale de l'Amérique l'a constaté, alors que le taux de réussite des frappes iraniennes contre Israël au cours des 2 premières semaines de la guerre était estimé à seulement 3% entre le 13 et le 22 mars, ce chiffre est passé à 27%. L'Institut attribue cela principalement à l'utilisation de munitions à sous-munitions. Mais les seules munitions à sous-munitions n'expliquent pas une série de frappes iraniennes très efficaces et remarquablement précises contre des installations militaires américaines dans toute la région. Un bon exemple est la frappe iranienne de la fin mars contre la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite, où ils auraient réussi à détruire un E-3 Sentry, des avions de détection et de commandement aéroportés stationnés sur le tarmac, ainsi qu'au moins un avion ravitailleur KC-135 Stratotanker. Même le réseau de défense aérienne de l'Iran, l'une des premières cibles de la campagne aérienne américano-israélienne et qui a été fortement affaiblie, semble encore conserver une certaine capacité défensive localisée. Cela est encore renforcé par un grand nombre de manpads, ou systèmes de défense aérienne portables par l'homme. La preuve la plus évidente est survenue lors des événements du 3 au 5 avril, lorsque l'Iran a réussi à abattre un chasseur lourd F-15E puis a endommagé 2 hélicoptères HH-60 Pavehawk impliqués dans l'extraction de l'équipage américain. L'Iran a également abattu un avion d'attaque ADIX et 2 drones MQ-9 Reaper qui participaient à l'opération de sauvetage. Mais ce n'était pas la fin des pertes américaines. Au cours de la mission, les États-Unis ont également perdu un avion de transport MC-13-0J et 4 hélicoptères MH-6 Little Bird. Selon les Américains, ces appareils ont été détruits par les forces américaines elles-mêmes sur une piste d'atterrissage avancée préparée à environ 50 km au sud d'Ispahan, spécialement pour l'évacuation de l'équipage du F-15, abattu. Il convient toutefois de noter que l'opération a finalement réussi et que les 2 aviateurs américains ont été extraits d'Iran.
Ces détails cités entraînent des conséquences stratégiques. La guerre avec l'Iran mine déjà la posture militaire de l'Amérique dans le théâtre du Pacifique. Au cours des 4 premières semaines de la guerre, les États-Unis ont tiré environ 850 missiles Tomahawk. Les stocks d'avant-guerre étaient estimés à environ 3000 à 4500, tandis que le budget de 2026 prévoyait des fonds pour seulement 57 nouveaux missiles. La situation semble encore pire en ce qui concerne les missiles de croisière aéroportés à faible détectabilité, les JASMER. Depuis le début de la guerre, les États-Unis en ont utilisé plusieurs milliers. Le stock d'avant-guerre n'était que d'environ 2300. Les stocks d'intercepteurs s'épuisent également à un rythme rapide, en particulier pour les systèmes de défense aérienne Patriot et Qadr. L'intensité des frappes iraniennes a déjà forcé Washington à redéployer certains de ses systèmes de l'Asie vers le Moyen-Orient. En conséquence, la guerre avec l'Iran aura un impact durable sur les capacités militaires américaines dans le cadre de toute future défense de Taïwan. Pratiquement toutes les simulations de guerre examinant un éventuel conflit entre les États-Unis et la Chine au sujet de l'île, y compris celle dont nous avons parlé sur notre chaîne, le montrent. Le facteur décisif serait le nombre d'armes de précision guidées disponibles pour les États-Unis afin de détruire une flotte d'invasion chinoise et de perturber les opérations dans les ports chinois. Au lieu de cela, la guerre avec l'Iran laisse les États-Unis face à un délai d'environ 5 ans, rien que pour reconstituer leur stock de missiles au niveau où ils étaient avant le 28 février 2026. Et même ces niveaux d'avant-guerre étaient loin d'être rassurants dans le contexte d'un conflit de haute intensité avec l'armée populaire de libération. La diminution des capacités militaires américaines dans le Pacifique importe principalement aux décideurs et aux planificateurs à Washington et à Pékin. Pour le reste du monde, pour les marchés mondiaux et les échanges financiers, la conséquence la plus importante a été le blocus prolongé du détroit d'Ormuz qui a déclenché la crise énergétique la plus grave depuis l'embargo pétrolier arabe de 1973. Le trafic dans le détroit a chuté de plus de 90%, retirant effectivement 12 millions de barils de pétrole par jour du marché, soit environ 12% de l'approvisionnement mondial. Il existe, en théorie, des infrastructures permettant de contourner Ormuz, mais elles sont loin d'être suffisantes. L'oléoduc est-ouest de l'Arabie Saoudite, qui va jusqu'à Yanbu sur la mer Rouge, fonctionne à pleine capacité avec 7 millions de barils par jour, mais le port lui-même ne peut charger qu'environ 5 millions. L'oléoduc Habshan Fujairah des Émirats arabes unis transporte environ 1,6 million de barils par jour. Et bien que le port de Fujairah devrait, en théorie, pouvoir gérer ce volume, des attaques répétées de drones iraniens ont réduit sa capacité d'exportation. Au total, les routes d'exportation qui contournent Ormuz ne peuvent gérer qu'environ 5,5 millions de barils par jour. Un chiffre modeste, étant donné qu'avant la guerre, près de 4 fois plus de pétrole passait par Ormuz, soit environ 20 millions de barils par jour. Ne pouvant exporter leur brut et avec des stocks rapidement saturés, les producteurs du Golfe ont dû réduire leur production. Rien que pendant les 10 premiers jours, l'Arabie Saoudite a réduit sa production d'environ 2,5 millions de barils par jour. L'Irak, qui dispose de très peu de routes d'exportation alternatives, a réduit sa production jusqu'à 2,9 millions de barils par jour, soit l'équivalent de 60% de sa production totale. Comme le soulignent les analystes, le principal problème est que cette infrastructure de contournement a été conçue pour le pétrole brut, et non pour toute la gamme d'hydrocarbures qui transitent normalement par Ormuz. Les produits raffinés, le GNL et le GPL, n'ont tout simplement pas d'alternative par pipeline. Cela aide à expliquer pourquoi les marchés des produits sont soumis à une pression encore plus forte que le brut lui-même. Les vapocrackers asiatiques, de grands complexes pétrochimiques, qui s'approvisionnent à plus de 60% en naphta au Moyen-Orient, ont déclaré la force majeure en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan et à Singapour. La Chine, quant à elle, a interdit toutes les exportations de produits raffinés, retirant ainsi encore 400 000 à 600 000 barils par jour du marché asiatique. L'Europe a rencontré des problèmes similaires jusqu'au cessez-le-feu. Bien qu'elle importe relativement peu de brut du Golfe, elle reste fortement dépendante des fournisseurs arabes pour le kérosène et le diesel. Et là où certains perdent, d'autres en profitent. L'Iran, de son côté, a cherché à imposer un nouvel ordre dans le détroit, une sorte de péage en temps de guerre.
Les pétroliers souhaitant passer étaient tenus de fournir tous les détails sur la propriété, la cargaison, la destination et l'itinéraire. Et ce n'était pas tout. Téhéran exigeait également des frais de transit. Pour les pétroliers, la taxe était d'environ 1 dollar par baril. Le paiement était perçu en yuan chinois ou en crypto-monnaie stable. 1 dollar par baril peut ne pas sembler beaucoup, mais pour un super pétrolier VLCC entièrement chargé, cela peut représenter jusqu'à 2 millions de dollars pour un seul passage. Dès mardi, le système était principalement utilisé par des navires venant de Chine, d'Inde, de Russie et du Pakistan. Mais les premiers opérateurs occidentaux avaient également commencé à l'utiliser. Entre le 3 et le 4 avril, un porte-conteneurs français et un méthanier japonais ont traversé Ormuz, payant en yuan et empruntant une nouvelle route longeant la côte d'Oman. Le plus grand gagnant de la crise, cependant, a été la Russie. Pas plus tard qu'en février, après que Trump a renforcé les sanctions, le brut Oural était tombé à environ 40 dollars le baril. Et les recettes budgétaires russes provenant du pétrole avaient chuté de 48% sur un an. Mais la guerre des États-Unis avec l'Iran a effectivement sauvé le budget russe. Dans un effort pour stabiliser les prix mondiaux du pétrole, Trump a temporairement assoupli les sanctions contre la Russie. Combiné au choc d'offres mondial qui a fait grimper le prix du brut de l'Oural à environ 120 dollars, le baril soit plus du triple de son niveau un mois plus tôt. L'école d'économie de Kiev a estimé que si la guerre devait durer 3 mois, la Russie pourrait gagner 161 milliards de dollars supplémentaires en revenus d'exportation. C'est plus que l'ensemble du déficit budgétaire du pays prévu pour 2025. L'Ukraine, cependant, a réagi en imposant ses propres sanctions, en frappant les terminaux d'exportation russes et en compensant partiellement une tendance qui lui était fortement défavorable. Nous parlons souvent des prix du pétrole de façon abrégée, mais il vaut la peine de s'arrêter ici, car les distorsions pendant la crise ont été extraordinaires. Le pétrole est échangé sur 2 marchés parallèles. En temps normal, ils évoluent globalement ensemble. En période de crise, ils peuvent diverger de façon spectaculaire. Le marché papier se compose de contrats à terme, des accords pour livrer du pétrole à une date ultérieure, négociés sur des bourses comme l'ICE à Londres pour le Brent et le NYMEX à New York pour le WTI. Voici les prix affichés dans les gros titres. Mais il y a aussi le marché physique, où ce qui compte, c'est le vrai baril. Le pétrole effectivement chargé sur les pétroliers est livré aux raffineries. Donc, quand Trump dit lors de la conférence de presse que nous nous rapprochons d'un cessez-le-feu, les traders peuvent immédiatement commencer à vendre des contrats à terme et le prix sur le papier baisse. Mais le baril physique dans les ports coûte toujours le même prix, parce que le pétrolier qui le transporte n'a pas encore traversé le détroit d'Ormuz. C'est pourquoi, le 3 avril, les contrats à terme sur le Brent se négociaient à seulement 109 dollars le baril, alors que le baril physique réel se vendait environ 141 dollars le baril, le niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2008. Le monde essaie de se protéger de la crise énergétique en libérant des réserves stratégiques. Le 11 mars, tous les États membres de l'Agence internationale de l'énergie ont unanimement accepté de libérer 400 millions de barils de leurs réserves, soit 2 fois le volume mis sur le marché après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Mais 400 millions de barils ne représentent que 20 jours de flux normal à travers Ormuz. Les analystes ont donc commencé à avertir que si la guerre se prolongeait, le monde pourrait faire face à de véritables pénuries physiques de carburant, ce qui est déjà visible dans certaines parties du marché asiatique. Ce risque est d'autant plus grand que certains pays ne disposent pas de réserves stratégiques complètes. Les États-Unis en sont un exemple frappant. Ils sont entrés dans le conflit avec seulement 415 millions de barils en réserve, soit environ 57% de leur capacité stratégique totale. Mais le Golfe Persique ne concerne pas seulement le pétrole, le gaz et les carburants raffinés. Il représente également environ 50% du commerce mondial du soufre, 33% du commerce mondial de l'urée et 25% du commerce mondial de l'ammoniac. En raison de la guerre, QAFCO, le géant qatari des engrais responsable de 14% de l'approvisionnement mondial en urée, a suspendu sa production et les prix mondiaux de l'urée ont augmenté d'environ 50%. Cela signifie des prix des engrais plus élevés et en fin de compte, des prix alimentaires plus élevés.
Tout cela montre clairement pourquoi un Iran qui a été frappé et bombardé peut encore se permettre de faire de telles exigences maximalistes. Le blocus d'Ormuz a été efficace. Le monde est déjà au bord du pire choc pétrolier des 50 dernières années, tandis que les États-Unis ont épuisé d'immenses ressources sans obtenir de résultats décisifs. Et ainsi, nous entrons maintenant dans une brève pause stratégique. Pour les Américains, c'est le moment de se reconstruire et de réfléchir plus attentivement à la suite des événements. L'Iran, de son côté, a interprété la volonté de Washington de considérer son plan en 10 points comme base de négociation comme une victoire tactique significative et comme un signe que l'autre camp commence à plier. Cela rend, en retour, toute négociation de paix contraignante extraordinairement difficile, surtout avec un Israël mécontent qui jouera presque certainement un rôle central dans ces discussions. Ainsi, dans 2 semaines, Washington pourrait à nouveau se retrouver face au même dilemme et aux mêmes 2 options. La première consiste à se retirer de cette guerre aussi discrètement que possible, en laissant les Arabes et Israël gérer les conséquences tout en espérant qu'ils trouveront un moyen de garder le détroit ouvert sans permettre à Téhéran d'en prendre le contrôle total. La seconde consiste à poursuivre la guerre, y compris une escalade supplémentaire et potentiellement même une opération terrestre. Les 2 options semblent extrêmement coûteuses. Et c'est un signe d'échec stratégique.